Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission Un fauteuil pour 10 candidats. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir M. Pahimi Padake Albert, qui est le candidat de RNDT Le Réveil. Monsieur Pahimi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat pour la quatrième fois. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous motive tant pour être candidat? Merci d'abord en créant un parti politique. La première vocation du RNDT Le Réveil, depuis sa création, c'est la conquête du pouvoir. C'est donc dans ce cadre que nous avons chaque fois essayé de présenter notre candidat et chercher à conquérir le pouvoir. Il se trouve que la qualité de notre démocratie, je vais dire ses faiblesses, ont fait que par différents mécanismes, nous n'avons pas pu être élus. Le parti et le peuple tchadien considèrent que l'objectif n'est pas encore atteint de transformation de la remise à plat des modes de gouvernance que notre pays a connus depuis son indépendance. Cet objectif n'étant pas encore atteint, il fallait que cette fois-ci, et peut-être la bonne, de présenter cette candidature d'envergure pour servir notre peuple. Et donc ce qui motive, c'est d'abord essentiellement le fait que depuis son indépendance, le Tchad est peut-être l'un des rares pays africains à n'avoir jamais connu une dévolution pacifique. Après deux chefs d'État tués de façon tragique, un chef d'État mort en exil, nous estimons que c'est le moment pour les Tchadiens dans leur ensemble de se réveiller et de se mettre debout et dire plus jamais ça en récupérant le pouvoir du peuple, le rendre au peuple par le scrutin. Et donc, nous devons faire en sorte que plus jamais un chef d'État ne puisse se retrouver en exil, plus jamais un chef d'État ne puisse se retrouver tué et qu'il n'y ait plus de raison de recourir à la violence pour accéder au pouvoir. Et donc, c'est une candidature du point de vue politique de restauration de la démocratie qui n'a jamais pris corps véritablement dans notre pays. Candidature de la restauration de la démocratie suppose que vous avez, pour la quatrième fois que vous êtes candidat, vous avez certainement 4 projets de société. Est-ce que c'est avec l'ancien projet de société ou bien vous avez fait un nouveau projet de société pour susciter l'adhésion des Tchadiens? D'abord, le projet de société de notre candidature est basé sur un projet politique initial lancé dès la création du RNDT Le Réveil le 16 septembre 1996. Ce projet part du point de vue politique des leçons que je rappelais tantôt, où le Tchad n'a pas eu de dévolution pacifique de pouvoir, un pays qui a connu une tragédie, une fracture dans son cœur en 1979 avec les longues guerres fratricides que nous avons connues, un pays qui a connu des rébellions en cascade, 2-3 par décennie. Et donc, le projet de société part de ce constat que le Tchad est émietté, politiquement émietté en ethnie, en région. Les gens instrumentalisent les appartenances ethniques, comme vous l'avez vu encore le 20 octobre 2022, des manifestations à connotation ethnique instrumentalisées par des hommes politiques. Nous sommes partis donc sur cette base pour dire qu'il faut dépasser le communautarisme et aller vers des valeurs nationales qui rassemblent l'ensemble des Tchadiens, les mettre ensemble dans un élan national. Tous les pays du monde ont des ethnies, notamment en Afrique, ont des régions, ont les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest.
Mais qu'est-ce qui fait la République ailleurs? Ce qui fait la République, c'est la culture des valeurs nationales qui rassemblent. Valeurs de justice, valeurs de liberté, valeurs d'égalité, valeurs de fraternité et de solidarité entre les peuples. Il faut faire en sorte que le lieu de naissance, la religion, ne soient pas des référentiels d'accession à des fonctions publiques, ne soient pas des référentiels sociaux. Il faut que l'équité, le mérite, soient les seuls critères qui déterminent la répartition des rôles dans le pays. Donc, sur la base initiale, nous avons un programme basé sur le programme politique du RNDT Le Réveil, mis en place en septembre 1996. Bien entendu, à la date d'aujourd'hui, il faut l'adapter aux réalités du moment. Cette élection, elle est particulière. Pourquoi particulière? Mais parce que la transition actuelle, elle n'est pas arrivée comme ça. Elle est arrivée suite à la mort tragique du maréchal du Tchad, chef de l'État, sur le terrain des opérations au Nord-Canem. Ce n'est pas face à un pays étranger qui nous aurait agressés. C'est face à une colonne armée composée des compatriotes tchadiens en quête du pouvoir. Cette mort du maréchal du Tchad doit sonner comme un avertissement sanglant à tous les Tchadiens, de faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais, qu'un chef d'État ne meure plus jamais dans l'exercice de ses fonctions. Et dans ce cadre-là, il faut restaurer tout ce qui est norme, tout ce qui est pratique, capable de renforcer la souveraineté du peuple en termes de dévolution pacifique de pouvoir et faire en sorte que un Tchadien ne sente plus la nécessité de prendre les armes pour conquérir le pouvoir. C'est donc dans ce cadre que l'innovation que nous apportons, c'est de dire au peuple tchadien, la durée au pouvoir est nocive pour la vie commune, est nocive pour le vivre ensemble, elle est facteur de conflit et de guerre. C'est pourquoi j'ai choisi d'annoncer solennellement dans mon programme que je sollicite du peuple tchadien un seul mandat. Je l'exercerai pendant 5 ans. Et au terme de ces 5 années, je vais innover. Je vais innover en ne me présentant pas à ma propre succession. Pour donner l'exemple aux Tchadiens que le pouvoir ne doit pas être une finalité, c'est un service pour le peuple. Et donc, j'ambitionne de travailler clairement à la restauration de la démocratie en me présentant pour un seul mandat. Et au terme de mon mandat, j'organise des élections libres et transparentes qui permettront naturellement à un autre Tchadien de prendre le pouvoir et que je puisse avoir l'honneur de passer pacifiquement le pouvoir à un autre compatriote et vivre en paix dans mon pays en tant qu'ancien chef d'État. Et pour y arriver, nous avons eu un référendum constitutionnel. Ce référendum vient à la place d'un référendum que le peuple souhaite, un référendum sur la forme de l'État. Donc, dès mon élection, il sera organisé un autre référendum, puisque ce référendum passé, le peuple n'a pas voté. J'ai personnellement, avec d'autres amis, appelé au boycott. Le peuple a suivi le boycott. Et donc, la Constitution qui nous gère aujourd'hui n'a pas de base populaire. À partir de ce moment, nous organiserons un référendum sur la forme de l'État. Nous soumettrons 2 projets de constitution, un projet de type État unitaire et un deuxième projet de type État fédéral, que les Tchadiens choisissent librement
la forme de l'État qui leur convient. Ensuite, il faut revoir le code électoral. Ce code électoral qui a été mis en place par les copilotes, aujourd'hui candidats, ce code électoral est une régression grave en termes de progression de la démocratie. C'est une régression. Il faut réviser ce code électoral, faire en sorte que le citoyen, lorsqu'il a voté, il puisse avoir les résultats affichés devant son bureau de vote et que le délégué du candidat ressorte du bureau de vote. Est-ce que ce n'est pas prévu? Ce n'est pas prévu. C'est un code complètement unique. Et donc, nous ambitionnons de réviser ce code. Pour restaurer la démocratie, il nous faut avoir un fichier électoral correct. Aujourd'hui, le Tchad va à une élection sans un fichier électoral correct. Il faut qu'un électeur corresponde à une carte d'électeur et que chaque citoyen ne puisse avoir qu'une seule voix. Aujourd'hui, nous n'avons aucune maîtrise sur le fichier électoral. L'administration électorale, pour faire cette dévolution pacifique et que les Tchadiens puissent voter librement, ce n'est pas avec l'ange qui véritablement prend la physionomie aujourd'hui d'un diable. Nous allons dissoudre l'ange et mettre en place une administration électorale totalement indépendante et composée des cadres tchadiens qui ont la préoccupation de l'intérêt général et non de leurs propres intérêts. Voilà un peu un certain nombre de choses que nous ajoutons au programme politique en prenant en compte le contexte dramatique de notre transition. Bien entendu, vous avez les autres aspects du programme qui sont déjà... Justement, j'allais en venir. J'ai bien compris que vous avez, au-delà donc de la restauration de la démocratie et tout ce qui s'ensuit, votre programme comporte un certain nombre d'autres lignes directrices, je suppose. Alors, est-ce que vous pouvez de manière succincte nous dire quels sont les principaux piliers de votre programme au-delà de l'aspect restauration de la démocratie? Mais au-delà de la restauration de la démocratie qui conditionne les autres aspects, n'oubliez pas, parce que si vous voulez agir efficacement sur le plan économique, agir en faveur des jeunes, agir, ramener l'électricité par exemple, il faut avoir déjà dans vos équipes cette obligation de rendre compte. Vous savez que c'est le peuple qui a le pouvoir. Si on a ça, le reste va se déployer plus facilement. Les autres points de mon programme commencent d'abord par la jeunesse. Vous savez, nous avons un peuple qui est à 70% jeune. Et une jeunesse désœuvrée qui n'a pas d'horizon. Parce que par la pratique de nos politiques, nous n'avons pas réussi à créer les conditions nécessaires à l'épanouissement de la jeunesse. Et donc, tirant les leçons de mon expérience, grâce à Dieu, au cœur de l'État, je mettrai en place une politique dynamique qui créerait l'emploi pour les jeunes sur l'ensemble du territoire. Je prends un seul exemple. Nous avons eu beaucoup d'argent de pétrole dans ce pays. Mais cet argent n'a pas été orienté dans le sens de la création de richesses. Je prends un simple exemple sur le plan économique, en matière d'emploi, la vache tchadienne. Il faut créer des chaînes de valeur sur les filières d'agriculture et d'élevage. Les deux mamelles de l'économie tchadienne suffisent à créer l'emploi pour l'ensemble de notre jeunesse. C'est aussi simple que cela. Je prends la vache tchadienne comme je vous le disais. À partir de la vache, il faut créer une chaîne de froid avec des abattoirs frigorifiques et exporter la viande à l'international. Nous aurons besoin des commerciaux, nous aurons besoin des techniciens dans les abattoirs, des techniciens de froid, c'est des milliers d'emplois. Ensuite, il faut exploiter la peau, mettre en place des tanneries, c'est des usines qui emploieront des milliers de jeunes. À partir de ces tanneries, nous allons mettre en place des chaînes de froid
des chaînes de cuir pour la fabrication des chaussures, des sacs à main, des ceintures à partir de la peau tannée. Chaînes de cuir, c'est des milliers d'emplois pour les jeunes. Et ensuite, nous passons à la fabrication des boutons que nous avons sur nos chemises à partir des sabots et cornes des vaches qu'on aura abattues. C'est des chaînes d'usines qui emploieront des jeunes. Et donc je pense que la mise en place des chaînes de valeur, par exemple dans le domaine de l'élevage que je rappelais, permet de créer de la richesse pour l'éleveur et de créer de l'emploi pour la jeunesse. Et on peut multiplier ce genre d'exemples dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des mines. Dans tous les domaines, nous avons un potentiel énorme. L'État ne sera plus capable d'employer, comme on l'entend, les jeunes à la fonction publique. Il faut créer des chaînes de valeur et booster une industrialisation de notre économie. Maintenant, à la fonction publique, il faut, face à la montée des jeunes qui cherchent à entrer à la fonction publique et par rapport au nombre limité de places, il faut arrêter de faire du favoritisme. Il faut organiser dans chaque domaine des concours d'excellence pour que les meilleurs puissent être admis à la fonction publique selon leur mérite. Il ne faut pas être neveu ou cousin d'un général, d'un ministre ou d'une personnalité pour y arriver. La République, c'est d'abord cette recherche d'égalité entre les citoyens. Au-delà de l'aspect économique, vous avez aujourd'hui la question de l'énergie. Tout ce que je décris là en termes de mise en place des chaînes de valeur, c'est l'industrialisation du pays. Oui. Justement, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit qu'on a eu beaucoup d'argent avec le pétrole, qui malheureusement n'a pas été utilisé à bon escient. Et vous venez de faire un déroulé de un certain nombre de projets pour essayer de remettre les choses en marche. Alors, comment vous allez financer tous ces projets, puisque nous sommes dans une situation économique encore difficile? Non, nous sommes dans une situation difficile, bien sûr, mais difficile aussi parce que la gestion n'est pas orthodoxe. Si nous avons une gestion orthodoxe, avec aujourd'hui la flambée des prix du pétrole, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les cours mondiaux ont flambé. Je ne peux pas comprendre que nous n'ayons pas aujourd'hui des ressources pour financer nos projets. Ça, c'est au niveau national. Je pense que notre arrivée au pouvoir permettra justement d'instaurer une meilleure gestion de nos ressources publiques. Et donc, nous dégagerons déjà, à partir des ressources nationales, de quoi financer la création des chaînes de valeur. Mais l'État en lui-même ne peut pas seul financer l'ensemble des ambitions que nous avons pour le pays. Il faut que par le sérieux, justement notre arrivée au pouvoir permettra que le Tchad soit un État sérieux. Et comme État sérieux, il faut mettre en place un système de sécurité des affaires du point de vue des textes de loi. Il faut que les investisseurs étrangers se sentent sécurisés en termes d'investissement dans notre pays. Il faut que notre système judiciaire soit adapté et ne soit pas un système qui condamne comme une sorte de délit de solvabilité. Il faut que par un système tant de moralisation que de sanctions, les administrations ne soient pas là pour racketter les investisseurs qui viennent sonder le terrain. Et donc, si nous mobilisons nos ressources nationales, nous rassurons les investisseurs étrangers par une sécurité du climat des affaires, une amélioration du climat des affaires, nous allons drainer des ressources extérieures, libérer l'énergie extérieure pour la création
des industries dans le secteur privé et nous aurons des ressources nécessaires à mobiliser. Il faut que l'État rassure les investisseurs, ce qui manque aujourd'hui. Oui, vous avez tout à l'heure dit que vous allez faire un seul mandat de 5 ans. Oui. Et vous avez évoqué également le problème de l'énergie que connaît ce pays. Oui. Est-ce que vous pensez que si en 64 ans, on n'a pas pu résoudre le problème de l'électricité et de l'eau, est-ce que vous pensez qu'en 5 ans, vous pouvez résoudre ce problème? Moi, je pense que je le résoudrai en moins de 5 ans, naturellement. D'abord, j'ai un programme en plusieurs phases. Un premier programme en matière d'énergie est un programme d'urgence. Un deuxième programme est un programme à court et moyen terme et un programme à long terme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est scandaleux ce qui se passe dans ce pays. Jusqu'en 2022, à ma connaissance, puisque j'ai eu la chance d'être aux affaires. Aux affaires, oui. Aujourd'hui, je n'en sais pas grand-chose. Jusqu'en 2022, le Tchad était à 85 mégawatts jour. 85 mégawatts produits ne permettent pas de couvrir le besoin de la population, ne serait-ce que sur la capitale. Nous avions ambitionné de pousser à 150 mégawatts en 2023. Curieusement, je trouve qu'aujourd'hui, en avril 2024, avril 2022, nous étions à 85 mégawatts. Avril 2024, on est à moins de 20 mégawatts jour. La première fois, les Tchadiens ont passé le mois chaud de Ramadan sans électricité. Et donc, je vois que ceux qui ont l'obligation de gérer ça prétendent être candidats. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont encore proposer. En tout cas, de notre point de vue, immédiatement, ce qu'il faut faire au lendemain de notre élection, c'est d'auditer le dispositif qui existe et immédiatement transformer nos machines en utilisation du feu lourd, parce qu'on ne peut pas tenir à produire de l'électricité thermique à partir du gasoil pour un pays. Il faut aller vers le feu lourd, puisque nous produisons du pétrole. Il faut que du pétrole brut puisse fonctionner, sinon les résidus de la raffinerie aillent directement à la production de l'électricité. Ce qui est scandaleux aujourd'hui, avec 11 citernes que l'État donne par jour à la SNE, on produisait entre 80 et 90 mégawatts, ce qui ne paraissait d'ailleurs pas normal. Mais c'est encore plus scandaleux aujourd'hui que l'État fournisse encore 11 citernes par jour à la SNE pour produire moins de 20 mégawatts. Mais l'électricité thermique, c'est du combustible brûlé qui sort en électricité. Mais comment on peut brûler autant de combustible pour avoir si peu? Où va les citernes de gasoil que l'État fournit à la SNE? C'est des questions graves qui se posent. Et donc, après avoir audité et remis toutes ces machines, en acquérant d'autres bien évidemment, au fil lourd, nous allons produire de l'électricité pour satisfaire le besoin primaire de la population très rapidement dans les 6 premiers mois. Ensuite, il faut projeter. Nous ne pouvons pas réussir notre développement si nous n'avons pas réglé la question d'énergie. Or, nous sommes le pays le plus ensoleillé du monde, en tout cas l'un des plus ensoleillés. Il faut clairement mettre le cap sur l'énergie, les énergies renouvelables, dont le solaire, même si l'éolienne peut également tenir dans beaucoup de zones au Tchad. Il faut immédiatement faire des études dans ces domaines et lancer la production des énergies renouvelables pour rattraper notre déficit énergétique. Et ça, ce sera le projet à moyen et long terme qui doit couvrir l'ensemble du pays en faisant des centrales solaires dans des petites villes moyennes pour autonomiser nos provinces et que les populations aient accès à l'énergie
qui conditionnent le développement économique d'un pays. Donc, pour nous... En 5 ans, c'est faisable. Ça, c'est en moins de 5 ans. Ce n'est pas compliqué du tout. Le monde regorge aujourd'hui des ressources financières prêtes à financer le domaine des énergies renouvelables. Il suffit que par la gouvernance, on rassure les partenaires extérieurs que nous sommes sérieux. Monsieur Pahimi, il y a un phénomène qui ronge ce pays, la délinquance financière, la corruption, la gabegie. Quels sont les mécanismes que vous entendez mettre en place pour lutter contre ce fléau? D'abord, il faut vous dire que Pahimi devant vous est le citoyen qui doit remercier le ciel et remercier son pays parce que il a eu la chance de se trouver à des moments précis, à des moments difficiles au cœur de la gestion de l'État. J'ai appris donc à gérer un pays pauvre. J'ai été nommé ministre des Finances au lendemain de la dévaluation de 1994, où la masse salariale était de 8 milliards par mois, 8 milliards 5, et dont je sais comment le pays a souffert de la misère, de la pauvreté. Et en 2016, j'ai été nommé Premier ministre à un moment où le Tchad était par terre. Les fameuses 16 mesures. Voilà. Les gens parlent de 16 mesures. Il faut en parler. Il faut en parler, bien sûr. Il faut en parler. Puisque vous êtes au centre de la gestion. En 2013, j'étais député à l'Assemblée nationale. Je n'étais pas au gouvernement. Lorsque le Premier ministre Nadingar et le ministre du Pétrole, le Bemadjel, ont contracté auprès de Glencore 1050 milliards de dollars. Le lendemain, les cours mondiaux du pétrole ont chuté. On est passé pratiquement de 100 à 120 dollars le baril jour. On est passé à 20-30 dollars le baril jour. Il n'y avait plus de ressources pétrolières pour financer notre économie à partir de 2014-2015. Et donc, les gens parlent de 16 mesures comme si c'était le problème. Le problème, c'est justement la dette Glencore. Qui a endetté le Tchad? Plombé le Tchad, oui. Plombé le Tchad. C'est ceux qui ont endetté le Tchad. J'ai été Premier ministre dans ces circonstances-là comme un mécanicien qui devait réparer un moteur bloqué. Bien sûr que pour réparer ce moteur, il y a les coups de marteau qui font mal. Oui. Mais il fallait le faire. Et vous êtes assumé? Je me suis assumé, mais totalement. Et lorsque les ressources sont arrivées, Dieu a fait que je revienne encore Premier ministre dans des conditions beaucoup plus difficiles avec la mort du maréchal. Ni l'international, ni l'intérieur ne croyaient à la capacité du pays à se maintenir debout après la mort du maréchal. Malgré cela, je suis arrivé à un moment où la grève générale était lancée sous le maréchal. Les fonctionnaires ne travaillaient pas. Les jeunes étaient dans la rue en train de brûler des pneus. Il fallait les ramener. La rébellion était au Nord Canem. Voilà la situation dans laquelle j'ai appris à gérer des situations difficiles. Et donc, c'est pour vous dire, après avoir vécu tout ça, notre arrivée aux affaires permettra de lucidement adresser la question des détournements et de la gabegie. D'abord, il ne faut pas aller avec une idée de chasse aux sorcières, de règlement de comptes. De règlement de comptes, non. C'est notre passé. Il y a eu des ratés. Il faut les constater. Mais à partir du 6 mai, dès que je serai élu, c'est stop. Ce qui est passé, il faut
Dans les placards. Vous mettre dans les placards, il ne faut pas revenir sur ce qui est passé. À partir du 6, Oui. chacun comprendra que l'argent public appartient au peuple tchadien et personne n'y touchera. Ça, je sais que les Tchadiens me connaissent. Les Tchadiens savent qu'ils ne pourront pas jouer avec l'argent public. Et donc, je peux vous assurer que ne serait-ce que par l'annonce de la proclamation des résultats annonçant Pahimi élu, chacun saura que l'argent public est revenu entre les mains du peuple tchadien. Ce ne sera plus de l'amusement. Monsieur Pahimi, je voudrais revenir un peu sur votre programme politique. Vous avez un programme politique ambitieux. J'aimerais savoir comment vous allez faire pour rassembler et unir les citoyens tchadiens autour de votre projet politique, surtout ceux qui ne partagent pas vos opinions. Bon, je ne sais pas si vous en connaissez qui ne partagent pas mon opinion. C'est quoi, je suppose. C'est quoi mon opinion? Mon opinion, c'est de faire, d'avoir un pays sûr. Un pays où votre appartenance ethnique, votre appartenance religieuse, votre appartenance régionale ne vous prédispose à rien, ni en mal, ni en bien. C'est votre qualité intrinsèque qui fera de vous l'élément essentiel de la République ou pas. Et cette culture de justice et d'égalité, je pense que tous les Tchadiens la partagent avec moi. Donc je pense que le programme lui-même, il est accepté par notre opinion. Je sais pourquoi vous me posez la question. Vous me posez la question parce que j'ai vu un candidat qui a écrit un livre. Je ne cite pas les contemporains, mais les Tchadiens le connaissent, qui a écrit un livre pour condamner une partie du pays. Clairement, l'éloge des ténèbres, il paraît que c'est ça le titre, si je caricature, condamnant tous les compatriotes de la zone nord comme étant mauvais. Ils ne pourront pas partager son programme politique, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas dans ce registre-là. Vous avez un candidat, Mamad Idriss Déby, qui apparemment a mis en place l'ange. Oui. Et son ange a fait que, comme par hasard, il n'y a pas un candidat du Nord admissible à cette élection. C'est clairement une fabrication des candidats sur la zone du Sud en éliminant les candidats sur la zone du Nord. Donc Pahimi n'est pas du registre de ces gens-là. Le seul candidat aujourd'hui national qui peut espérer avoir l'adhésion populaire au nord comme au sud, le candidat qui transcende les clivages, les régions, les religions, c'est bien Pahimi Padaka Albert. Donc pour moi, rassembler les Tchadiens, c'est quelque chose d'extrêmement facile parce que le ciment que nous avons pour ressouder le peuple tchadien, parce qu'il s'agit de ressouder. Le Tchad est en fracture aujourd'hui. Après le 20 octobre 2022, après le 28 février 2024, vous savez très bien l'état dans lequel se trouve notre pays. C'est une fracture totale. Et nous avons les valeurs de justice, les valeurs d'égalité pour ressouder notre peuple. Et donc, nous avons tous les leviers pour assembler le Tchad autour de notre programme politique. Et je pense que les Tchadiens sont d'accord avec nous. Monsieur le candidat Pahimi, vous avez apposé votre signature au bas d'un document intitulé, je crois, Code de bonne conduite. Oui. J'aimerais savoir si, au lendemain du scrutin de 6 mai, les résultats en vos positions ne sont pas conformes avec les résultats proclamés par la CENI. Respecterez-vous le Code de bonne conduite? D'abord, les signataires du Code de bonne conduite, il faut regarder. Tous les candidats ont signé le Code de bonne conduite. Ce sont des concurrents entre eux. Il faut un minimum entre compatriotes en termes de bonne conduite quand on va à une compétition. Mais la signature la plus importante du Code de bonne conduite, ce n'est pas les candidats. C'est l'ange qui a signé le Code de bonne conduite. Il ne s'agit donc pas, pour moi, d'une bonne conduite seulement entre les candidats.
le respect du code de bonne conduite dépend du respect de la signature par l'ange. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'ange qui a signé le code de bonne conduite a une obligation d'indépendance, de neutralité, de proclamation des résultats issus des bureaux de vote. Il faut déjà que l'ange qui est signataire du code de bonne conduite respecte cette signature. Et si cette signature est respectée par l'ange, les résultats que détiendraient les supporters du candidat Payimi Padaké Albert devraient être conformes à ceux proclamés par l'ange. Donc, pour moi, le respect du code de bonne conduite dépend de la conduite de l'ange. Nous tirons à la fin de notre entretien. Quel est votre dernier message? Le dernier message que j'ai, c'est de dire au peuple tchadien que nous sommes à la croisée du chemin. La situation est périlleuse. Le pays, me semble-t-il, est en danger. Et dans ce contexte où le Tchad ressemble, la gouvernance du pays ressemble à un bateau sur des mers agitées. Et dans des circonstances de mer agitée, il faut que le commandant de bord qui doit tenir le gouvernail du bateau soit un commandant de bord expérimenté. Il se trouve que dans les conditions actuelles et de la façon dont la transition est conduite aujourd'hui, les risques sont énormes pour l'effondrement de notre pays. C'est pourquoi je propose à notre peuple un contrat sur la base de ma modeste expérience au cœur de l'État pour sauver le pays, remettre le pays sur les rails et que ce bateau arrive à quai, il faut cette expérience. Ce changement que nous souhaitons avoir au sommet de l'État, les Tchadiens le savent, qu'avec Payimi, on peut avoir un changement sans revanche. Tous les Tchadiens, ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, comme ceux qui n'y sont pas, autour de cette candidature, j'appelle tout le monde à se donner la main pour que le changement ait lieu. Ce match amical qui est en train de se jouer entre le président et son premier ministre ne doit pas avoir lieu. Il faut que clairement, j'appelle le peuple tchadien à sanctionner clairement le 6 mai 2024 le président Mamad Idriss Déby et son premier ministre Succès Masra pour que notre pays reprenne la bonne voie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers amis, c'est la fin de cette émission et au prochain numéro.